Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Estamos con un pequeño orden de logística. Nicole ha traído un container de cosas para mostrar, así que vamos a tratar de ser muy breves para que pueda empezar a mostrar materiales en lo que va a ser su conferencia. Es un gran placer y muy difícil presentar a alguien como Nicole, que es un ensayista en el más ancho de los sentidos, alguien que ensaya porque no existen los conceptos previos, que sería la definición más pura del ensayo. Se ensaya cuando no hay un concepto previo, y el trabajo de Nicole Brené tiende a pensar el cine desde el cine, a no usar las muletas de otras disciplinas, es decir, no empezar a subordinar a otras ideas de filosofía, sino más bien repensar la filosofía, la política desde adentro de las propias películas. Hay un libro excepcional de Nicole Brené que se llama De la figura en general y del cuerpo en particular. Es una obra capital, no solo para los estudiosos de cine, sino también para los cineastas. En general, cuando uno se acerca a las obras de Nicole, entre los libros más destacados está el libro que dedica Abel Ferrara, un libro sobre las formas en las que ha sido representado el lumpenproletariado en el cine, que es un libro brillante por la forma de hacer una historia de esa figura. Y mi intención era contarles no tanto los títulos, sino quizás 2 o 3 cositas de las primeras páginas. Eso, las 3 primeras líneas que uno se encuentra en los libros de Nicole Brené cuando los abre. Y por ejemplo, en De la figura en general, empieza Nicole Brené discutiendo a Doug Gallagher. Todo su libro, su gran libro, comienza con una discusión a Doug Gallagher que le exigía que definiese qué era el método figural en pocas palabras. Y Brené, combativa como siempre, se niega y le dice: no creo que sea una exigencia pertinente que me pidas que defina en 3 o 4 palabras mi método para ver si vale o no. Un deseo de interpretación no se puede nunca definir en pocas palabras. Y empieza a tratar de explicarle qué es lo figural, es decir, cómo una figura se va formando. En vez de estudiar el motivo ya fijado, ver cómo algo va llegando a figurarse. Y les leo un fragmentito que a mí me parece bastante ejemplificativo de qué es la forma de trabajar de esta excepcional ensayista. Dice Nicole en ese comienzo: el análisis figural no duda en posarse sobre cuestiones primitivas. Por ejemplo, sobre el cuerpo, el análisis figural se preguntaría: ¿cómo un film elabora, supone, da o sustrae un cuerpo? ¿De qué textura está hecho un cuerpo fílmico? ¿Está hecho de carne, de sombra, de afección, de proyección? ¿A qué régimen de lo visible se somete? ¿A la aparición, a la epifanía, a la extinción, a la obsesión, a las lagunas? ¿Qué género de comunidad nos permite entrever su gesto? ¿Un pueblo? ¿Una colección? ¿Una alineación? ¿Qué criatura es ese cuerpo en el fondo? ¿Un sujeto? ¿Un organismo? ¿Un caso? ¿Un ideologema? ¿Una hipótesis? Y le resume a Doug Gallagher, con el que se está batallando al comienzo mismo de su libro. En fin, se trata de investigar cómo un film inventa su propia lógica figurativa. En esos pequeños detalles, Brené nos da útiles que no hacen que pasemos por el aro de la interpretación de Brené, sino que nos hacen imaginar de nuevo cada película. Cómo aparece un cuerpo en una peli, si es contorneado, si es sombra, si es carne. Son ideas excepcionales, no solo para la gente que estudia, sino también para los cineastas. Brené, en el fondo de sus libros, encontramos algo así como el tono de el artesano del cine, como si te encontraras con un libro de Nicolas Ray o de Bresson, en donde hablan de la experiencia de haber trabajado eso. A la vez que gran ensayista, Brené es una programadora muy reconocida y hoy vamos a ver una película que ella misma ha producido, una película de Philippe Grandrier. En este amplio abanico en donde va afrontando el cine, la obra de Brené, que desgraciadamente no está traducida en castellano, es una especie de gran tesoro para los nuevos estudios contemporáneos de cine.
en donde el cine empieza a mostrarnos desde adentro eso que aún no conocíamos. No son constataciones de la filosofía, sino cosas que todavía no conocíamos y que estaban en las películas. Y sin más demora, le doy la palabra a Nicole Brenet. Disfrutad de su conférencia. Gracias, Santiago. C'est très gentil, tu me donneras le texte. Bonjour, hola, excusez-moi de ne pas pouvoir parler ni espagnol ni catalan. J'aurais pu en anglais, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français dans la salle, et de francophones et de francophiles. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'a passionnée, parce que le geste a été l'un de mes tout premiers sujets de recherche. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé de mes disciplines d'origine, qui étaient la littérature et la philosophie, pour m'intéresser justement à la question du geste et du corps au cinéma. Voilà, j'avais besoin d'incarnation. Et donc, j'avais préparé une conférence très, très académique depuis Paris. Et puis, en arrivant ici, on m'a expliqué que d'abord, le samedi matin à 9h30, c'était un petit peu difficile. Et puis aussi que hier soir, il y avait un superbe concert électro. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas du tout faire une conférence universitaire traditionnelle. Je vais plutôt vous montrer des images. Donc, les présenter, bien sûr, mais surtout, voilà, vous montrer des images. Donc, Santiago est là avec moi et on va essayer de trouver les extraits de façon pas trop laborieuse. Donc, le sujet recentré de mon intervention ce matin va consister à observer quelques propositions pour lesquelles le geste n'est pas un vecteur, un simple paramètre, comme souvent il l'est dans le film de fiction, par exemple, mais où le geste est le sujet même du film, l'enjeu du film, le problème du film, éventuellement son matériau plastique. Et bien sûr, ça c'est ma dimension de programmatrice, j'ai cherché des corpus bien sûr actuels, puisque c'est le sujet de votre colloque, mais éventuellement moins connus que d'autres, moins connus que des films d'auteurs, donc qui passent dans les circuits commerciaux. Alors, les entreprises dont je vais vous montrer quelques échantillons, pour certaines d'entre elles, et je dirais dans leur philosophie générale, renouent avec le projet descriptif inaugural du cinéma, donc celui de Étienne Jules Marais et de Muybridge, c'est-à-dire observer, enregistrer, capter, décomposer, quantifier les mouvements du corps, ce qui a été interrogé par les historiens et mis en perspective, puisque au-delà des images magnifiques qu'ils nous ont léguées, donc notamment les chronophotographies, ce qui avait été les conditions de possibilité de production de ces images, c'était bien sûr un projet très rationnel, un projet scientifique et technique, qu'un historien très peu lu et pourtant passionnant, qui s'appelle Christian Pocciello, qui est en fait un historien de la gymnastique, a historiographié et qu'on peut résumer sous le terme d'anthropotechnie. C'est-à-dire c'est ce moment où le geste humain, le corps humain est observé dans sa capacité de travail, dans la rationalisation et l'opérationnalisation de son énergie. Donc, les entreprises que je vais vous montrer arrachent le même type d'iconographie, ou en tout cas de centrage, de focalisation sur le corps et ses gestes, arrachent donc ces motifs au programme anthropotechnique. C'est-à-dire qu'ils ont tous, de toute façon, quel que soit leur contenu, une dimension critique. Donc ils refusent de considérer le corps dans une perspective soit fonctionnelle, soit même éventuellement rationnelle. Et donc, j'ai, à force d'observer ce qui pouvait se passer dans le champ, notamment expérimental, dégagé 4 types de prise en charge du geste, donc dans le cinéma contemporain. Donc le premier type, ce sont bien sûr des formes critiques et polémiques, qui prennent frontalement en charge cette question de l'anthropotechnie, dans ses actualisations contemporaines, bien sûr.
Deuxième grand type de prise en charge, ce sont très proliférantes dans le cinéma les formes de l'inventaire des gestes, donc dans des types de films qui sont des sériations, qu'on pourrait dire néo-ethnologiques, donc qui font des catalogues de gestes centrés de façon différente. Troisième type d'entreprise, ce sont des formes plus traditionnellement dramaturgiques, mais dans le champ du cinéma documentaire, et qui considèrent le geste comme événement, donc qui construisent une dramaturgie capable de faire d'un geste un événement. On verra de quel ordre, du moins sur quelques exemples. Et puis, quatrième grand type, ce sont bien sûr, renouant directement avec Marais et Muybridge, des formes plasticiennes, donc qui considèrent le geste comme monde. Alors, première catégorie, premier type, donc les formes critiques et polémiques de prise en charge du répertoire gestique. Donc, un mot quand même pour le situer, puisque vous savez bien sûr qu'il existe une très longue et antique tradition occidentale de codification du mouvement comme geste, hein, et qu'en partie le geste n'est que le produit de codification culturelle, dont le cinéma est un héritier parmi d'autres. C'est presque inimaginable aujourd'hui, il faut aller relire les textes, ou certains des textes sources, pour prendre la mesure du degré de codification qui était à l'œuvre depuis l'Antiquité. Alors, je suis allée relire, par exemple, l'institution oratoire de Quintilien, et notamment le livre 11, donc, qui travaille beaucoup sur le geste, puisque pour Quintilien, donc, qui théorise et qui met en pratique des formes judiciaires d'éloquence, donc là où le verbe et le geste ont un pouvoir réel, effectif et immédiat sur le sort des êtres, et notamment, évidemment, un pouvoir de vie et de mort, ou de liberté ou d'incarcération. Il s'agissait donc d'être extrêmement précis quant à l'expansion du geste, son expression, ses significations, et évidemment toutes ses nuances. Donc, dans l'institution oratoire, Quintilien, vous le savez bien sûr, codifie toutes les formes littéraires, toutes les formes d'éloquence, mais aussi et surtout, pour ce qui nous intéresse, tous les gestes. Et donc, bien sûr, tous les gestes des mains, des bras, de la tête, voilà, du corps, et des postures, etc. Mais à un point tellement extrême que, par exemple, il codifie les gestes avant même la plaidoirie. C'est-à-dire avant, en quelque sorte, que la pièce ne commence, hein, la pièce, donc dans le réel, la pièce judiciaire. Voilà, les gestes de l'avocat sont déjà mis en scène, en fait. Hein, donc on doit se mettre dans telle ou telle posture pour attendre. Et codifier, par exemple, aussi avec grand soin les tombées des plis d'une toge. Hein, c'est extrêmement précis la façon dont on doit organiser les plis de sa toge. Quintilien codifie jusqu'au désordre du corps et des gestes. Hein, c'est-à-dire qu'avoir les cheveux en bataille, par exemple, hein, passer sa main dans ses cheveux, voilà, le désordre doit être codifié aussi. Hein, ce qui voilà, paraît extrêmement étonnant, mais évidemment, c'est une ressource rhétorique, un argument très très fort, hein, que le désordre. Quintilien codifie aussi les gestes et les mimiques à effectuer pendant que les spectateurs applaudissent. C'est-à-dire qu'à un moment où, normalement, où on ne fait rien, bah si, voilà, il y a des manières, évidemment, de recevoir les applaudissements, d'occuper ce temps-là. Et puis une partie non développée, mais très intéressante du texte, consiste à commenter les codifications des intervalles entre les gestes et les mots. Hein, donc c'est déjà de l'ordre du montage, d'une certaine façon. Et ici, la prescription est tellement extrême que même Quintilien, à un moment, trouve une limite dans le fait de légiférer sur les gestes. Et il écrit, par exemple, « C'est tomber dans une subtilité excessive que de vouloir qu'il y ait 3 mots entre chaque geste. » Hein, donc là, c'est quand même la limite. On ne peut quand même pas compter le nombre de mots admissibles entre 2 gestes oratoires. Hein, ça, il s'arrête là. Mais c'est vous dire à quel point tout le reste
fait l'objet d'une juridiction et d'une description. Ce qui est quadrillé aussi, traditionnellement, c'est le répertoire gestique à utiliser selon l'audience. C'est-à-dire que selon que le public, c'est le Sénat, le peuple ou un tribunal, évidemment, le répertoire n'est pas le même. Donc, d'une certaine façon, tous les codes mis en œuvre ensuite donc dans les arts du spectacle vivant, puis au cinéma, mais aussi dans la peinture, qui via, par exemple, Charles Lebrun au XVIIe siècle et bien d'autres, donc reproduisent sans cesse des répertoires en les déplaçant légèrement, mais en travaillant toujours sur ce que Quintilia appelait le gestum discretum, le geste discret, c'est-à-dire le geste lisible, le geste comme entité parfaitement lisible, parfaitement recevable. Donc je ne veux pas trop insister, mais nous vivons sous l'empire culturel de ces codifications, et je voudrais vous en montrer tout de suite en cinéma une illustration absolument jubilatoire, voilà, pour vous montrer quelque chose d'amusant pour commencer. Donc c'est un dessin animé de Tex Avery qui date de 1936. Did I scare you, Daddy? Yes, sir. You sure scared me that time. Hello, Pa. Did you have a busy day? Yes, I did, Ma. Scared 10 crows away. Now, while I go and cook your supper, tend to this little cutter-upper. He wants to play scarecrow, Pa. Beats anything I ever saw. I'll be the teacher. I'll cook the stew. Well, come on, Dad. I'll take orders from you. Now, here's the first pose. I'll try it, too, because I'd like to take orders from you. Here's one to try that'll make crows fly. I use it every day. When a crow flies down, he'll get this frown. It'll scare any crow away. Now, you try this one. That's what I'll do, because I'd just love to take orders from you. Now, son, I'll be the major, and I'll give you the gong. That is, if you do any of them wrong. Let's go through them all, and I'll try and do them well. But remember, Pop, take it easy on the bell. That's enough for now, because I gotta get fed. Come on, Ma, you better put him to bed. Voilà, vous devinez la suite, j'imagine. Et sinon, on peut trouver ce film sur Internet. Il est très, très beau. Donc, juste pour le dire d'un mot, donc
toute l'histoire, ce film, c'est un peu la pointe burlesque et avancée de cette tradition immense, donc du gestum discretum, du geste efficace. Et toute l'histoire à la fois des arts performatifs, du spectacle vivant et du coup du cinéma, est en fait le fruit d'une très longue et éternelle dialectique entre les répertoires gestuels et l'invention de nouveaux codes vraisemblables, de nouveaux codes réalistes, donc qui s'opposent au répertoire et donc qui, d'une certaine façon, semblent repuiser au réel pour recharger en énergie, en aléatoire, en corporéité des gestes qui, au fur et à mesure, se figent. Donc, il existe un très beau livre à ce sujet que l'on doit à une historienne du cinéma qui s'appelle Roberta E. Pearson, donc qui s'intitule Eloquent Gestures, qui date de 1992 et qui étudie l'histoire de la gestualité, enfin l'évolution de la gestualité dans le cinéma de W. Griffith entre 1908 et 1913, donc ce qui paraît un corpus très limité, mais où se joue déjà donc, cette dialectique très forte donc, entre gestes de répertoire et gestes vraisemblables et réalistes. Alors, ce travail disciplinaire, donc, et multidisciplinaire, que suppose le geste comme codification du mouvement, aujourd'hui, il n'est plus théorisé par écrit, donc comme il l'était auparavant. Je dirais qu'il est pratiqué en images. Mais déjà, les sources, par exemple, de Quintilien, c'était la peinture. Quand il imaginait des gestes ou quand il décrivait des gestes, il se référait donc aux arts visuels, à la statuaire, la dramaturgie et aussi la littérature. Et tout son effort consistait à distinguer entre une gestique efficace et grave, donc qui était celle de l'orateur responsable, et responsable de la vie et de la mort de son client, et une gestique élégante et diverse, qui était celle du comédien, qui était évidemment plus labile, plus nuancée, qui pouvait se permettre des approximations, mais aussi des nuances imperceptibles. Et c'est exactement le type de problématisation qu'on retrouvera, par exemple, chez Béla Balázs, dans L'Homme visible, et chez bien d'autres, à la fois comédiens et historiens et critiques du cinéma. Mais je signale cette question des sources de l'invention du geste, y compris comme code, parce que du coup, ça rend extrêmement crucial d'observer les gestes dans l'art, puisque c'est là qu'ils font schème, matrice, modèle et aussi contre-modèle. Mais donc aujourd'hui, plus de texte. Ce qui existe, c'est plutôt des rapports de force et de distinction entre des pôles d'images. Et ça m'amène donc à mon premier pan de recherche et de proposition, c'est-à-dire les inventaires de gestes domestiqués. Donc vous les connaissez certainement, pour certains d'entre eux en tout cas. C'est par exemple le travail effectué par Matthias Müller dans un film qui a fait date, un court-métrage intitulé Home Stories de 1990, donc qui dure 6 minutes, donc qui est un catalogue des gestes récurrents dans les mélodrames, notamment de Douglas Sirk et de Hitchcock, et qui montre donc évidemment la fabrication d'un répertoire qui passe d'actrice en actrice, de film en film, comme si c'était le même programme gestuel qui, d'une certaine façon, organisait l'ensemble de ce que nous considérons comme du cinéma d'auteur, donc dont nous ne voyons plus que les différences. Alors, donc c'est un travail qui a fait date, il y en a eu beaucoup d'autres, mais je signale aussi sur des corpus beaucoup moins gratifiants, évidemment, que les grands mélodrames hollywoodiens, le travail plus récent de Sabine Massenet, qui a fait exactement le même échantillonnage et le même donc, travail de raccordement sur des corpus aussi disgraciés que le soap opéra, donc, qui est le lieu évidemment de paupérisation maximale du geste, la transformation donc, proportionnelle des mouvements du corps humain en pur répertoire vidé de toute émotion. Il ne reste de l'émotion plus que son indication, et aussi sur la publicité. Donc je vous renvoie par exemple à un petit essai filmique qui s'intitule Tears,
en anglais, donc Les larmes, en 2004, qui dure 6 minutes. Et donc, comme Matthias Müller, dans le tissu des mouvements corporels, ce qu'elle extrait, c'est tout simplement le code histrionique lui-même. Hein, on ne voit plus que cela, il ne reste plus que le geste histrionique. Mais je voudrais vous montrer maintenant un cas documentaire plus puissant, avec des enjeux quand même plus larges, et qui est peut-être un petit peu moins connu. C'est un essai de William E. Jones qui s'intitule « The Fall of Communism as Seen in Gay Pornography », donc la chute du communisme vue du point de vue de la pornographie gay. Donc c'est un film qui mêle évidemment vision américaine, puisque William E. Jones est américain, et corpus européen. Ça date de 1998, ça dure 19 minutes, donc on va le regarder. Even in an unlikely place, it is possible to find traces of recent history. Most Eastern European gay videos produced for export with Western money come from 3 cities: Prague, Budapest, and Moscow. A soldier will seduce a comrade under a picture of Soviet leader Mikhail Gorbachev. He wears the uniform of the post-Soviet Russian army. For some reason, a book by Leonid Brezhnev lies on the table in front of him. Symbols of the old and new coexist in the fantasy world of gay porn. Anachronisms may go unnoticed by the consumers who fast forward through the boring parts, but patience has its rewards. Something that distinguishes Eastern European gay porn is the number of men looking into the camera. Performers may be inexperienced or indifferent to the requirements of pornographic illusion.
Others are openly hostile in the atmosphere of coercion that pervades some of the videos. The West's image of communist Eastern Europe was hardly one of sexiness and glamour. Now the East is the scene of a thriving sex industry, and many adult video companies have set up shop there. The main attraction is that Eastern European sex workers often earn 1/10 the wages of their American counterparts. They have been absorbed into the international labor market. Spectators see unspoiled beauty when they look into the eyes of these young men.
producers and distributors see the opportunity of a lifetime. Okay, then we start by saying welcome to you, and I would first like to ask you, what's your name? Добро пожаловать, и первый вопрос, как ваше имя? Меня зовут Ivan. Ivan, okay. Well, welcome, Ivan. I'm going to ask you a few questions first before we start to seeing what you can perform in front of the camera. When you masturbate, what do you what are your fantasies? What do you think about? What is it that you like to think about most? И если ты это делаешь, то у тебя есть какие-то фантазии, наверное, то каковы они? I like to watch the pictures. Ты можешь говорить по-русски. It's okay to speak English, yes. You like to watch pictures of Newspapers and not Magazines. magazines, yes. I just heard from your friend here, who's sitting here, that you told your mother that you had taken part. What did she say about that? No, ma arvan, et poiss võib ikka teha, noorustas kõike. What was that? His mother told that it's his own business. He's young and he does what he likes. Oh, yes. What a sensible mother. Oui, merci Santiago. Voilà, donc on n'a pas le temps de regarder tout le film, mais je pense que vous en avez compris l'esprit et donc les enjeux. Donc il s'agit de montrer à travers un corpus évidemment pris comme symptôme la mercantilisation des comportements, des gestes, donc l'aliénation galopante et la façon dont le capitalisme s'est saisi d'une population et comment donc ce saisissement, d'une certaine façon, influe directement donc sur des gestes qu'on voit là au moment donc de leur émergence maladroite, donc au moment où le code n'est pas encore fixé et où on a l'impression que quelque chose des êtres humains apparaît encore. Donc William E. Jones, c'est l'un aujourd'hui des observateurs de l'histoire des images les plus pointus, précis qui soient dans le champ du cinéma expérimental. Et il a fait aussi des essais absolument extraordinaires donc sur les images censurées, sur les images absentes, sur les images oubliées de l'histoire. Mais là, c'est peut-être l'un de ses films les plus précis sur non seulement la question du geste, mais ce qui est donc le titre même de cette conférence, c'est-à-dire les mutations du geste en Europe. On a là un film qui me semble faire date sur cette question de la métamorphose des gestes, de leur puissance de contagion et sur la façon dont les corps résistent à des choses qui nous paraissent ensuite acquises et définitivement installées. Donc d'une certaine façon, c'est l'un de ces films qui pose des jalons vers une histoire de la visibilité qui est extrêmement puissant pour cela. Une autre solution critique, c'est bien sûr la parodie. Et je voudrais vous montrer ici une œuvre courte qui me semble très jubilatoire. Alors donc peut-être tu peux essayer de la trouver déjà, qui porte sur le territoire où probablement se sont inventés au XXe siècle le plus de gestes à la fois artistiques et corporels, donc dans le champ de la culture populaire, et c'est le hip-hop. Il existe 2 chefs-d'œuvre qui ont décrit en direct l'émergence des gestes du hip-hop. C'est le Breakdance Test de Lech Kowalski en 1984, qui est vraiment un bijou.
Et en 1983, un long métrage, Beat This, de l'anglais Dick Fontaine. Donc tous les deux à base de musique et en présence, dans le deuxième cas, de Afrika Bambaataa. Voilà, c'est deux références sur l'émergence de cette gestuelle et bien sûr de la musique et de l'art de rue qui va avec. Mais après 15 ans de commercialisation de la partie voyou du hip-hop, donc le gangsta rap, quelqu'un a fait donc un film, personnellement c'est un des films qui m'a fait le plus rire au monde, qui s'appelle Kant et qui est réalisé en 2000, un artiste qui s'appelle Eric Duykert. Est-ce qu'on voit son nom là? Non. Eric Duykert, qui est belge si je ne me trompe pas. Et avant de voir son film, donc si possible avec la version sous-titrée en anglais, parce qu'il y a 2 versions sur le DVD. Oui, mais il y en a 2. Donc il y a une version sans sous-titres et une version avec sous-titres. Et je pense qu'avec sous-titres, ça va être mieux. Et donc il faut juste que je vous dise, le temps de trouver le film, que Eric Duykert a pour, disons, plateforme esthétique fondamentale la parodie de conférences universitaires. Hein, donc c'est aussi pour ça que je ne peux pas en faire une sérieusement ce matin. ¿Se hace lo de los subtítulos? ¿Alguien No, lo no, tiene mais claro? les sous-titres, ils sont sur la copie. Tu n'as pas besoin de les chercher? C'est celui-là qu'on a mis. Oui, mais il y a deux fois le film, deux fois de suite le même film sur la copie. Et la deuxième fois, il est sous-titré. Just a pinhead, just a butthole, just a jackass. Immanuel Kant, you son of a bitch. Immanuel Kant, you motherfucker. Immanuel Kant, petit merdeux. Je te pisse à l'arrêt. Immanuel Kant, you're a loser. Immanuel Kant, creeps like you should not be allowed to publish anything, you. Immanuel Kant, you disgusting blob of soggy monkey zits. Freak
head. Abruti. Emmanuel Kant, Ostrogo, raclure de chiottes, mal comprenant, et trou du cul. Emmanuel Kant, putain de bordel de philosophe à la con, chier. Hey, du con, I'm talking to you, talking to you, I'm talking to you, Emmanuel Kant, pauvre sac à merde, vieille salope, Olybrius. Emmanuel Kant, oh son of a bitch. Emmanuel Kant, oh motherfucker. Petit bouseux analphabète. Sickening butter of rancid maggot brains. Emmanuel Kant. Imposteur. Je sais pas comment un connard du pays des cons comme toi, tu as pu prendre tellement de place, toi. Emmanuel Kant, imposteur de Königsberg, you bloody idiot. What's your lame statements, so limited by short mental capacities, Emmanuel Kant, branleur de gnou. Sac à merde, pompe à foutre, Emmanuel Kant, bastard, swine, old beggar, get stuffed, keep in your grave, keep in your shit. Keep in your apfel strudel indigeste. Emmanuel Kant, you son of a bitch. Emmanuel Kant, you motherfucker. Tu me fais vomir, espèce de sale yinche. Menteur, baratineur, lèche-cul. Emmanuel Kant, étron flottant de la philosophie, tes trois critiques, tu peux te les enfoncer dans le cul. You, butthead. Pute borgne, tonneau de fiente, face d'enclume, nez de bœuf constipé, excrément de vache folle, Emmanuel Kant, poor old stinking smurf, schtroumpf puant, Emmanuel Kant, you son of a bitch, Emmanuel Kant, you motherfucker. Voilà, donc c'est difficile de commenter ça. Je m'en abstiendrai donc. Chacun en devine évidemment les sources. Et surtout, c'est un des films les plus intéressants jamais faits, à ma connaissance, sur l'immobilité. C'est-à-dire sur le fait que l'absence de geste vaut pour un contre-geste voilà, qui prend en écharpe toute une tradition rhétorique établie depuis la fin des années 70, enfin de rhétorique gestique bien sûr. Alors, après ces films, donc, qui sont donc des exposés visuels critiques sur la domestication, une deuxième grande voie d'investigation sur le geste, ce sont des formes de l'inventaire. Donc la sériation
néo-ethnologique, donc où il s'agit de chercher de manière jamais exhaustive, mais en tout cas très, très diverse, des invariants et des nuances entre les gestes, donc d'une communauté à l'autre, d'un peuple à l'autre, d'une temporalité à l'autre. Alors, ici, probablement le film le plus fameux à cet égard, enfin le film récent, c'est celui d'Haroun Farroki, qui date de 2009 et qui s'intitule tout simplement « En comparaison ». Donc, il compare les gestes de fabrication de briques dans divers pays, qui peut être montré à la fois en film, en installation, sur de multiples écrans. Et il se trouve que vous en avez une version sur 2 écrans qui passe en ce moment dans l'exposition numéro 13, donc l'exposition curatorée par Pascal Cassagno. Donc je vous en recommande très très vivement la visite. Donc en comparaison de Haroun Farroki. Moi, ce que je voudrais vous montrer, en tout cas un tout petit échantillon, parce que le temps passe trop vite, c'est une entreprise antérieure, moins connue en Europe, mais très forte également, que l'on doit à Phil Niblock. Voilà, c'est ça. Donc tu peux me mettre et tu mets où tu veux, en fait. Ben, mets la B. Tu peux mettre ce que tu veux. On va laisser Santiago faire le visual, le VG. Donc, il a réalisé une série descriptive intitulée The Movement of People Working, donc le mouvement des peuples au travail, ou des gens travaillant, ou des travailleurs, donc qui sont des études de mouvements traditionnels ou plus récents, notamment de paysans, d'ouvriers, etc. Oui, tu laisses, et puis enfin, tu peux aller un peu plus loin, où tu veux dans le film, juste pour nous donner un échantillon. Voilà, c'est un film très long, c'est comme une fresque. Il faut que tu mettes sur play. Voilà, c'est juste pour vous donner un échantillon. Bien sûr, Phil Niblock est d'abord compositeur, hein, donc c'est lui qui a composé sa bande-son.
Et donc, il s'agit d'un simple tressage, d'un filmage le plus simple, le plus informatif possible, mais qui produit des effets poétiques à force d'enchaînements absolument magistraux. Un autre travail comparatif très, très important, c'est sur un mode, on ne sait pas exactement, enfin très subtilement, à la fois critique, parodique et empathique. C'est celui, à nouveau, de Lech Kowalski, dans un film qui s'intitule Winners and Losers, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps de le montrer, donc je vais juste vous le décrire. Donc il s'agissait, en 2007, de filmer la finale France-Italie de la Coupe du monde de football, donc qui a eu lieu en 2006. Et Lech Kowalski a fait filmer à la fois en France et en Italie les visages et les mouvements des spectateurs de ce match, donc dans des lieux privés et dans des lieux publics. Et donc, ce qu'on y voit, évidemment, c'est... on ne voit jamais le match, hein, jamais, on voit juste le visage des spectateurs. Non, mais je vais juste vous décrire et puis vous pouvez imaginer. Et donc, ce qui est très beau, évidemment, c'est que selon, évidemment, les péripéties du match qu'on est obligé de deviner dans les gestes et les visages des spectateurs, évidemment, en France et en Italie, on réagit exactement à l'inverse. Hein, et toute la durée linéaire du match est retranscrite par les réactions sur les spectateurs. Mais surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est à quel point ces gestes sont, bien sûr, toujours en chant contre chant, mais sont absolument communs. Hein, et qu'il y a juste des nuances, évidemment, culturelles. Et on se pose des questions, du coup, sur la nature de la fête, hein, sur la nature de ce plaisir. Voilà, est-ce que c'est de l'ordre vraiment de la jubilation que de partager ces moments, ou est-ce que c'est de l'ordre de la servitude volontaire, simplement? Voilà, à chacun de décider. Il est très intéressant aussi de noter que, exactement en même temps, Haroun Farroki faisait filmer le match depuis, cette fois, à l'intérieur du stade, en récupérant aussi toutes les images des caméras de surveillance, et qu'il en a fait une installation qui était une des plus belles installations, à mon avis, qu'on ait fait pour l'instant au XXIe siècle, qui s'appelait Deep Play, et qui donc est une sorte de symphonie aux images de contrôle, donc aussi bien les gestes des footballeurs sur le terrain, mais surtout aussi les gestes des spectateurs dans les tribunes. Voilà, c'est un film aussi majeur sur, disons, ce projet descriptif qui remonte à Albert Kahn, donc enregistrer les formes de l'expérience humaine, sauf que c'est une expérience qui a été entièrement recadrée par l'image, évidemment. Troisième grande saisie du geste dans le cinéma expérimental, c'est bien sûr la mise en valeur de gestes d'émancipation, donc qui s'opposent frontalement à l'anthropotechnie maréienne, hein, c'est-à-dire à la description du geste comme instrument de son contrôle. Donc ici, il s'agit du geste comme événement, et donc je vais aller un petit peu vite, mais vous signalez des exemples, donc notamment, pour les plus forts d'entre eux, à ma connaissance, l'apparition de nouveaux gestes de survie dans le monde contemporain. Alors on va voir, donc c'était sur la clé USB, un tout petit moment d'un film qui s'intitule No Comment, de Nathalie Loubert et Joël Labat, qui a été réalisé en 2008. Et qui est c'est un documentaire sur les réfugiés de tous les pays, en particulier des Balkans, et bien sûr des pays subsahariens, qui échouent aux portes de l'Angleterre, donc en France, à Sangatte, mais c'est après la fermeture du camp de rétention, donc des gens qui errent dans les friches urbaines. Merci, Santiago.
Voilà, ben on peut s'arrêter là. Voilà, donc vous avez compris, bien sûr, hein, c'est donc ce que j'appelle un déporté économique qui se brûle les doigts pour que ces empreintes digitales ne puissent plus permettre de l'identifier pour pouvoir passer en Angleterre et puis éventuellement revenir. Sylvain Georges aussi, dans Qu'il repose en révolte, a très longuement filmé ces gestes. Et je voudrais vous montrer l'étape antérieure d'un film réalisé la même année que No Comment, qui s'intitule Mirage, un film de Olivier Dury, donc qui décrit, qui partage en tout cas le trajet de ces clandestins, enfin de ces futurs clandestins qui justement ne le sont pas encore, qui partent du Niger pour aller en Algérie et ensuite passer la Méditerranée. Donc Olivier Dury a suivi une caravane de ces exilés économiques. Et tu peux mettre le film peut-être en English. De toute façon, ils disent il n'y a presque pas de mots, donc c'est pas très important. Et je vais vous montrer juste la fin du film. Vas-y, tu avances, tu vas presque à la fin. En fait. Voilà, comme ça vous. Voilà, le film consiste juste à suivre ces hommes sur 2 camions. Voilà, non, tu peux continuer. Voilà, on peut regarder là. Oui. Là, c'est leur dépassement. Ils sont rentrés dans... Après, demain, ils seront dans Libye. Demain soir. Ils sont à Libye. Parce que là, tu vois, ils sont au bout de la montagne, là. Presque fini. Là où ils vont, là. Parce qu'ils marchent très bien, ces gens-là. Et ils sont sans soif. Ils sont très bien. Très bien. Attends, je vais voir. Voilà, tous les gens là, ils sont ensemble. Tu vois là, déjà, ils dépassent. Presque, il reste un petit bout pour venir dans le territoire libyen. Là, l'Algérie, déjà, ils sont tous ensemble. Voilà, merci beaucoup, Santiago. Donc, le film, comme vous l'avez peut-être deviné, est extrêmement linéaire. Hein, on suit le trajet du début jusqu'à la frontière algérienne, puisqu'ensuite Olivier Dury n'a pas eu l'autorisation de tourner. Et donc, le film se termine sur, en quelque sorte, ce flashback, donc cet adieu au futur clandestin, et ce qui est absolument déchirant, bouleversant et voilà, qui est une des interpellations les plus fortes à laquelle j'ai jamais assisté dans l'histoire du cinéma, c'est ce moment où ils tendent leurs adresses et leurs adresses e-mail à la caméra, c'est-à-dire qu'ils sont le contraire de ces clandestins qui vont devenir ensuite, une fois les frontières passées, on peut les joindre, voilà, ils sont soudain juste à côté de nous.
C'était le travail du film que de leur donner un visage, un nom, une identité, c'est-à-dire le contraire de ce que dans le champ social, en tout cas français, ils vont devenir. Une autre initiative, ce sont bien sûr tous les gestes protestataires. Alors, l'un des grands initiateurs de cette tradition, c'est à nouveau Haroun Farroki, avec son célèbre feu inextinguible en 1969, lorsqu'il se brûle avec une cigarette pour indiquer quelque chose de la violence du napalm qu'on déverse au Vietnam. Et il a bien sûr aujourd'hui de nombreux héritiers. Alors, je pense par exemple à Alain Declercq en France ou à Mark Tribe aux États-Unis. Mais on n'a pas le temps de le regarder, je ne voudrais pas mordre sur le temps de l'intervenant suivant, mais je voudrais quand même juste évoquer le nom de Clarisse Anne, donc une jeune vidéaste née en 1973, donc qui est la fille du grand critique Otto Hahn, et donc qui s'est spécialisée dans la description à la fois sérielle et critique des comportements. Donc elle a commencé par exemple une grande série qui s'appelle Boyzone. Donc elle filme les corps des garçons, leurs gestes. Non, on va pas le regarder parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Ensuite, elle a rencontré précisément, parce qu'il habitait dans un camp, il résidait en bas de chez elle dans un camp, dans un square à Paris, un Kurde exilé. Et puis ils sont tombés amoureux, elle l'a épousé. Et de leur voyage au Kurdistan, elle a fait un grand documentaire qui s'appelle Kurdish Lover. Et ensuite, donc, elle s'est complètement identifiée à la cause kurde, donc au PKK, au Parti communiste kurde, et elle réalise donc des séries de films sous le titre générique « Notre corps est une arme », et où, en commençant par le chant kurde, enfin, disons, le front kurde, et ensuite en allant étendre ses investigations en Amérique du Sud, etc., elle cherche, enfin, elle rend compte de la façon dont les corps peuvent servir d'outils dans les luttes, soit sociales, soit militaires. C'est militarisé, évidemment, dans le cas kurde. Et donc, elle a réalisé, par exemple, Guérilla en 2011, Prison en 2011, qui est un véritable chef-d'œuvre, aussi intitulé Gréviste de la faim. Donc, la façon dont le corps se met dans des situations extrêmes pour, évidemment, conquérir sa liberté. Alors, j'aurais voulu vous montrer aussi des mouvements non héroïques, mais où là encore, la vie s'engage dans toute son intensité. Et j'aurais voulu évoquer le travail d'un très très jeune plasticien qui s'appelle Rémi Yadan, dont presque toute l'œuvre est au ralenti. C'est-à-dire qu'il réalise des films pour l'instant très courts, le plus long doit faire 20 minutes, mais toujours au ralenti, donc souvent documentaire, et où il s'agit en quelque sorte de monumentaliser chaque micro-geste, chaque micro-mimique. Donc tout devient un événement. Chaque micro-geste devient un événement en soi. Donc l'un de ses premiers films de 2002 s'intitule « Ecce Homo », et c'est simplement filmer des passants qui attendent le bus, et ça devient une symphonie de vibrations gestuelles. Donc on ne va pas le voir, je vous en dis juste l'importance. Et ensuite, il a étendu son territoire d'observation à des situations parfois plus dramatiques, comme par exemple le film de 2006 qui s'intitule « Madresse » et qui consiste à aller filmer donc les mères sur la place de Mai en Argentine qui protestent contre la disparition de leurs enfants. Et bien sûr, comme beaucoup des cinéastes qui ont filmé la transe, enfin qui ont filmé le geste, il s'est intéressé à la transe et a réalisé un certain nombre de films sur cette question. Peut-être je vous montre quand même donc un exemple, non pas de l'œuvre de Rémi Yadan, mais d'un chef-d'œuvre contemporain sur donc ces gestes à la fois dérisoires et sublimes qui tentent d'échapper au réel et qui évidemment en sont du coup la marque la plus profonde. Donc un tout petit extrait qui était sur clé USB de Ben Russell, qui dans le film s'intitule Black and White Trips No. 3, donc réalisé en 2007. On va juste en voir 2 minutes, le film en dure 12. This is Ben Russell. So ready?
I could go? Oh wait, there's hands rise 3D. Like that? Alright, here we go. Real film, ancient, dug out of an ancient crypt. Bye. This is for MTV 15. Just kidding. Ça, c'était pour ceux qui étaient au concert hier soir. Et quatrième grand traitement du geste, qui est évidemment la voie royale traditionnelle, c'est bien sûr muer le geste en monde plastique. Alors ici, bon, j'aurais voulu vous montrer au moins le début du chef-d'œuvre de Phil Niblock de Magic Sun en 1966. Mais bon, vous pouvez le trouver sur YouTube, même pas très bien reproduit, mais c'est pas grave, ça vous donnera une idée. J'aurais voulu vous montrer aussi en entier, mais là je rêvais en fait, l'un des derniers chefs-d'œuvre de Ken Jacobs, qui s'intitule What Happened on 33rd Street in 1903, donc ce qui s'est passé sur la 23e rue en 1903, et où donc, comme souvent, Ken Jacobs prend un film des premiers temps du cinéma, et puis l'étend, l'observe, le dilate à l'infini. Et donc, le simple geste d'une jupe qui s'envole à l'occasion d'un pas d'une jeune femme donc sur le trottoir de cette 23e rue devient un événement absolument monumental. Le geste est déployé jusqu'à l'extrême. Et à la fin, donc, Ken Jacobs le remet dans sa vitesse naturelle et on s'aperçoit que c'était une microseconde de cinéma, voilà, dont il a fait un poème visuel. Je voudrais quand même prendre le temps de conclure sur un extrait, si vous m'en donnez l'autorisation. Oui. Conclure sur un extrait qui m'importe beaucoup, afin de finir donc sur l'importance politique de conserver les gestes. Donc sur l'utilité, je dirais, à la fois anthropologique et donc simultanément politique du cinéma lui-même. Il s'agit de l'extrait d'un film intitulé Hitchkerry Canty d'un cinéaste français, Florent Marcy, donc qui est un de ces cinéastes totalement indépendants, très tourmenté par les guerres et les conflits qui lui sont contemporains, qui n'appartient à aucun parti, à aucune association, et lorsque quelque chose de violent l'appelle dans le monde, il y va comme un simple citoyen. Voilà, il a été formé en philosophie, pas du tout en cinéma. Et l'un de ses premiers territoires d'observation, c'est la Tchétchénie. Mais rien que le fait de dire Tchétchénie est déjà un mauvais geste, si je puis dire, puisque Tchétchénie, c'est le nom russe de ce territoire, dont le vrai nom est précisément Hitcheri. Donc c'est le nom tchétchène de l'Hitchkeri, d'où le titre du film. Donc Canty, c'est les fils d'eux, les jeunes hommes, et les jeunes hommes qui sont donc prêts à mourir pour leur patrie. Donc le titre, Hitchkerry Canty, c'est donc les braves fils de l'Hitchkeri. Et donc, il a fait son premier voyage là-bas en 1996, et puis il y est revenu 10 ans plus tard. Et donc, d'une certaine façon, il a pu voir l'évolution des choses là-bas en Hitchkeri. Et il en a ramené une très grande fresque de 2h30
qui rend compte, donc c'est un peu comme Fabrice Del Dongo, voilà, qui rend compte des exactions commises par l'armée soviétique à l'époque, du point de vue d'un simple citoyen. Et parmi donc les exactions et la folie destructrice de ce qui est un génocide, enfin, et qui continue de manière plus latente aujourd'hui à être un génocide, il a filmé donc cette séquence qu'on va regarder. C'est sur le 1, si je me souviens, ou le DVD 1. Donc si tu peux nous mettre la minute 44, à partir de la minute 44, pendant que je continue de présenter. Donc Florent Marcy donc, a filmé un peu partout en Itchérie, au hasard de ses rencontres. Il a rencontré aussi bien les leaders de la résistance que, bien sûr, les paysans, les gens du peuple. Et à un moment, donc, il se retrouve à Grozny, la capitale, en plein centre, sur la place principale. Donc, vous allez voir complètement détruite par les bombardements russes. Et voilà ce qui se passe, et voilà ce qu'il a monté. Donc, c'est la minute 44-28. Là, je crois que tu vas trop loin, un petit peu trop loin. Voilà, parfait. Sur le droit de vote direct, égal et universel, avec nomination libre des candidats et bulletin confidentiel. Article 3. La personne humaine est la plus haute valeur et le but principal de la politique de l'État. La République tchétchène respecte et protège les droits de l'homme, offrant des chances égales de développement libre des individus et garantissant la protection des personnes. Les droits de l'homme dans la République tchétchène découlent des principes universels acceptés et des normes du droit international. Article 4. Les partis politiques et les associations publiques qui prônent la haine raciale, sociale, religieuse ou entre classes, qui appellent à la violence et à l'éradication du système constitutionnel, sont interdits. Article 5. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont séparés en Tchétchénie et agissent en toute indépendance dans le champ de leurs compétences, interagissant entre eux et s'équilibrant. Article 7. Les masses médias sont libres de censure.
Только унижение, разрушение, смерть. И теперь в какие бы одежды Россия не рядилась, кредит доверия чеченского народа к России исчерпан. Voilà, merci Santiago. Donc, vous l'avez vu, senti, j'espère éprouvé, mais ce qui se passe ici, bien sûr, c'est que les images du passé, donc filmées par les opérateurs Albert Kahn au début du siècle, quasiment au même endroit, d'une certaine façon, donc montrent comment les gestes traversent les générations, les mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle le folklore, au bon sens de ce terme, au sens profond, la vraie culture populaire. Mais surtout ici, comment d'une certaine façon, les images du passé sont les garantes par projection que voilà, ce peuple va durer plus longtemps que le présent génocidaire sous lequel il est en train de souffrir, de s'éteindre, de disparaître. Et d'une certaine façon, donc, ces images du passé sont une arme pour garantir un futur. Et la persistance de gestes, et à travers les gestes et les chants, bien sûr, la persistance d'un peuple. Donc ce sont des armes. Et à mes yeux, en tout cas, ces 5 minutes de cinéma, ces 5 minutes de montage, justifie pleinement l'existence du cinéma lui-même. Voilà. Merci et pardonnez-moi d'avoir débordé. Et merci beaucoup, Santiago.